Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce 68e webinaire Parlons RH. Je suis Thomas Chardin, le dirigeant fondateur de Parlons RH. C'est moi qui vais avoir le plaisir et l'honneur avec vous d'animer ce webinaire sur le thème suivant, sur le thème de la digitalisation RH, les 5 questions à se poser avant de se lancer. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir une experte invitée, évidemment invitée en la matière, une experte du sujet qui est aussi une très grande professionnelle RH. Elle cumule les deux casquettes en la personne de Marilyn Maisonneuve, manager de la practice business consulting de SD Works. Bonjour. Bonjour Thomas, Et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous pour partager ton expertise sur cette thématique. Alors voici tout de suite le sommaire de ce webinaire. D'une part, Marilyn va nous dire ce dont elle va nous parler, en fait, quel est le contexte et les facteurs clés de succès d'une démarche de digitalisation RH. On verra d'ailleurs tout de suite, dès la première question, en fait, dès le premier temps fort, mais si vous avez les 3 temps forts, on va essayer de répondre tout de suite, ou en tout cas vous présenter les 5 questions, vraiment rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Sur les 5 questions justement à se poser avant de se lancer. Dans un deuxième temps, on verra pourquoi c'est important cette dynamique de digitalisation RH. Et puis dans un troisième temps, on verra quels sont les champs d'application de ce questionnement. Comment en fait presque sur quoi se poser les bonnes questions, hein, sur quoi se poser ces 5 questions clés. Voilà pour le sommaire. Ce webinaire durera encore 43 minutes. On essaie d'être très ponctuel. Je vous invite à utiliser la boîte de chat dès maintenant pour vous présenter les uns les autres et pouvoir commencer à être un peu dans l'échange. Et enfin, je vous invite surtout à utiliser l'espace de questions qui est juste à gauche de la boîte de chat pour pouvoir poser des questions à Marilyn, faire vos retours d'expérience. Elle est là pour vous. Le but, c'est de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique de la digitalisation RH. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Dernier point pour cette phase introductive, vous pourrez télécharger la présentation qui vous est faite. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire non plus et nous faire éventuellement quelques remontées par mail sur ce que vous souhaiteriez voir traiter comme sujet ou tout simplement si ça vous a plu et même si ça vous a déplu, on est toujours très vigilant et très intéressé par l'ensemble de vos retours. Voilà pour le cadre de ce webinaire, mais tout de suite, avant de commencer par la première question qui est Marilyn, de quoi vas-tu nous parler? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de savoir à qui on a affaire et puis nous dire quelques mots aussi peut-être sur SD Works pour ceux qui ne connaîtraient pas cette belle société. Oui, tout à fait. Merci Thomas en tout cas de m'accueillir pour ton 68e webinaire. Donc je suis Marilyn Maisonneuve. Je suis responsable aujourd'hui de l'offre conseil RH au sein d'SD Works. On va revenir un peu plus en détail sur l'activité d'SD Works pour vous partager un peu mon parcours, mon expérience et ma passion pour le métier des RH. J'ai commencé tout d'abord dans le conseil en ressources humaines, notamment sur les activités de formation. Et très rapidement, j'ai eu une expérience opérationnelle en tant que responsable RH. Donc l'ensemble de l'activité, aussi bien de la gestion, l'ingénierie et le management des RH, j'ai pu le mettre en œuvre dans différentes activités et secteurs. Et depuis quelques années, maintenant, j'accompagne donc les entreprises, les organisations pour répondre effectivement à leurs nouveaux challenges RH et leur apporter une expertise, une expérience, un témoignage, en tout cas pour faire bénéficier des meilleures pratiques. Et aujourd'hui, écoute, je le fais au sein de SD Works et peut-être que vous connaissez SD Works qui est une entreprise européenne leader sur les services de paye. Mais de manière générale, finalement, à SD Works, nous allons être le partenaire global RH, ce qui signifie qu'on va pouvoir délivrer des technologies SIRH, des services également, notamment la partie qu'on va appeler l'externalisation de la paye, et puis également voilà, une expertise SIRH au sens gestion de projet, implémentation de vos outils RH. Et donc l'activité que je réalise avec des collaborateurs en France et dans différents pays européens, nous allons apporter de l'expertise métier RH avec notre practice consulting.
Merci beaucoup Marilyn pour cette présentation. Alors j'aime bien rester 2-3 minutes sur cette slide pour qu'on sache un peu mieux à qui on a affaire. Et puis parfois je pose des questions taquines. J'espère qu'elles ne seront pas trop. Je vois qu'il est marqué, alors c'est parfois des questions de pure forme, mais en fait je vois marqué ADESA. C'est quoi ADESA? Parce que tu n'en as pas parlé en fait. Là il y a marqué SDWorks, ok. Mais c'est quoi ADESA? Oui, ADESA, c'est plus particulièrement la business unit au sein d'SDWorks qui va vous accompagner dans le conseil RH et également le conseil SIRH dans vos projets d'implémentation d'outils RH. Mais nous nous inscrivons exactement dans la même dynamique qu'SDWorks en tant que partenaire RH. En fait, moi, je connaissais bien SDWorks parce qu'on a déjà fait des webinaires avec ce prestataire de service, tu l'as dit, cet externalisateur spécialiste notamment de la paie, pas que. Mais là, ce que j'entends, c'est que vous faites du consulting, c'est ça? C'est-à-dire que vous accompagnez, enfin, du prestation de conseil. Oui, une prestation de conseil qui va s'orienter autour déjà des questions d'aide au choix pour choisir les meilleurs outils qui correspondent à votre contexte. Des prestations également de transformation RH, donc on s'éloigne déjà peut-être un peu de toute cette actualité SIRH pour vous accompagner sur vos modèles d'organisation. Et puis également, on peut vous accompagner dans toute la partie process. Aujourd'hui, on va analyser, vous aider à améliorer vos processus, vos pratiques RH. Et puis également, on a une quatrième activité qui est très importante également, qui est en lien avec le change management, donc la conduite de changement sur vos différents projets. Techno, process, orga, change, c'est ça les 4 axes, c'est ça? Et en fait, pardon, je continue mes petites questions. Je vais être un peu plus taquin. En fait, quand on est éditeur et prestataire de services et qu'on fait du conseil d'aide au choix, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de conflit d'intérêt? Alors, conflit d'intérêt, non, au contraire, parce que nous, notre conviction, c'est aujourd'hui de considérer en tout cas les projets SIRH comme un projet global qui n'impacte pas que la partie outils, mais qui va aussi impacter vos pratiques. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour nous de pouvoir vous accompagner sur tous ces sujets, métier, process, change. Et également, finalement, c'est ce que demandent aussi nos clients, puisque c'est un accélérateur pour eux, puisqu'il y a accélérateur dans les différents interlocuteurs. Et puis, c'est un facilitateur, parce qu'on connaît bien votre contexte, et donc l'accompagnement est beaucoup plus précis et adapté. Si j'ai bien compris, donc c'est une offre vraiment globale, hein, avec les 4 axes qu'on vient d'évoquer et qui permettent d'embrasser très large en fait sur les enjeux de la fonction RH. En fait, je ne pense pas que Talent RH soit dans la cible, mais si j'étais DRH d'une entreprise de 1000 salariés, est-ce que je suis dans la cible? C'est quoi en fait votre part client? Grosso modo, hein, sans forcément rentrer dans le détail. Je peux te rassurer, Thomas, tu pourrais être dans la cible parce qu'on a vraiment à cœur de pouvoir accompagner toutes les organisations. Mais de manière générale, il est vrai que les entreprises qui vont aujourd'hui nous consulter sont généralement des entreprises, des grandes entreprises, donc moyennes et grandes entreprises, donc à partir de 1500 collaborateurs, dans des contextes qui peuvent être très locaux, dans un pays, par exemple la France, et bien souvent également international. Bon, je vais attendre d'avoir 1500 salariés, mais j'ai bien compris que ça pouvait me concerner quand même. Je t'invite à juste bien te parler devant le micro. Merci. Donc, un acteur global avec une offre de conseils, de services en paye et en RH avec une approche métier et organisationnelle et une professionnelle du sujet, experte de la partie fonctionnelle, organisation et technologie, pas au sens technique du terme, mais au sens presque organisationnel, comme je viens d'évoquer, fonctionnel. Et bien, tout de suite, cette première question est de dire, mais en fait, de quoi vas-tu nous parler quand on parle de digitalisation RH, les 5 questions clés à se poser avant de se lancer? Alors effectivement, tu précises bien que nous sommes sur plutôt un aspect fonctionnel, même si on va parler de digitalisation ou de technologie SIRH. Et ce qui me semblait important, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les participants du webinaire, ce sont toutes les évolutions en lien avec vos outils, vos systèmes d'information, et puis pouvoir vous inspirer un peu sur finalement quels sont les nouveaux enjeux, les nouvelles questions si vous devez implémenter pour une première fois vos outils ou réaliser des migrations, continuer effectivement à alimenter vos outils. Donc, en préambule, il était peut-être important de rappeler que ce n'est pas nouveau, c'est un sujet que l'on connaît depuis déjà 2 décennies. Vous avez déjà peut-être eu l'opportunité de
de travailler, de déployer sur ce type de projet. Et on rappelle un peu les enjeux de ces 20 dernières années qui étaient pourquoi est-ce que je vais mettre un outil RH? Tout d'abord parce que dans mon activité, dans votre activité, vous êtes amené à traiter énormément de données et vous souhaitez que cette donnée soit qualitative, donc fiable, et vous souhaitez également pouvoir la valoriser. Valoriser pour pouvoir effectivement donner des orientations et mesurer aussi les performances de votre organisation. Donc là, c'était un premier enjeu qui est toujours aussi d'actualité. C'est le contexte. En fait, là, tu nous évoques les grands axes de contexte de ce pourquoi on a eu recours jusqu'à présent à la digitalisation RH, c'est ça? Exactement. D'accord. Ensuite, le deuxième enjeu était pour les services RH de pouvoir accélérer finalement la délégation RH auprès des différentes parties prenantes, et je pense notamment aux managers, mais aussi à la participation des collaborateurs, des salariés, puisqu'on est devenu dans une fonction RH qui est passée de la gestion de la paye administrative à une gestion vraiment de la performance de l'organisation. Et donc, on a délégué de plus en plus cette responsabilité participative avec les managers, et l'outil est venu ici supporter cette délégation. Et puis, bien sûr, troisième point, qui est un point aussi qui est très évident et connu aussi, je pense, par l'expérience de beaucoup, l'optimisation finalement du ROI, qui peut-être déjà ces 20 dernières années était de dire aujourd'hui, je vais implémenter un outil parce que je vais pouvoir réduire des coûts sur notamment l'activité RH. Trois grands enjeux, si je résume, et c'est évidemment, pour avoir échangé juste avant pour préparer ce webinaire, on sait que c'est réducteur, mais c'est pour mettre en contexte. Trois grands enjeux de la digitalisation RH, je vais les résumer. La règle des 3D. 1, la data. 2, la délégation. Et 3, le développement du ROI. Oui. Avec la productivité que ça permet. OK? Tout à fait. Et on rappelle ces enjeux et finalement maintenant on va passer, on va recontextualiser, prendre en compte les différents challenges RH que les décisionnaires, que les acteurs RH sont confrontés au quotidien, pour les remettre un peu en perspective justement dans cette démarche de transformation numérique. Et je vais reprendre un basique. Pardon, il y a Karen, je te coupe parce que c'est bien l'objet de nos webinaires, c'est de pouvoir échanger et converser avec vous. Donc, n'hésitez pas à faire comme Karen. Karen te pose la question, ce que signifie ROI? Alors, c'est un mot grossier en anglais, Return on Investment. Donc, en fait, grosso modo, c'est de dire aujourd'hui quels vont être les bénéfices à investir dans les hommes ou dans les outils. Donc, c'est pouvoir mesurer effectivement cette rentabilité, ce bénéfice, qui peut être soit en réduction de coûts ou par exemple en création de valeur. Parfait. Pardon, je te laisse poursuivre le propos, mais n'hésitez pas à faire comme Karen et à poser vos questions. Alors, on était sur les facteurs clés de succès. Oui, donc j'employais le terme basique, mais pourtant, voilà, nous, ce que nous observons quand nous sommes amenés à accompagner aussi des clients, c'est que ce n'est pas toujours évident et j'aimerais rappeler finalement qu'est-ce qui nous semble très important pour réussir en tout cas votre projet et qui sont des facteurs clés en tout cas à identifier. Donc, quels sont-ils? Dans un premier temps, je pense qu'il faut être conscient que le marché des solutions RH évolue très vite et ces dernières années aussi, vous avez de nouveaux acteurs, de nouveaux outils qui sont venus sur le marché. Et donc, je pense que c'est toujours très intéressant de pouvoir s'actualiser sur quelles sont les nouvelles pratiques en matière de technologie RH. Donc, ce benchmark, vous pouvez le réaliser effectivement déjà par vos propres recherches. Solliciter aussi le réseau. Le réseau est de très bons conseils. Participer aux différents événements, des salons, ou alors faire appel aussi à des experts qui connaissent aujourd'hui bien le marché SIRH. Ça, c'est le premier facteur clé de succès. Voilà. Le deuxième, qui n'est pas négligeable, va s'orienter vraiment sur la partie de la maîtrise de vos processus RH. Comme on disait, finalement, nous ne sommes pas juste sur un sujet qui est technologique, qui est IT, qui est outil. Aujourd'hui, on peut s'apercevoir effectivement peut-être une faible maturité pour certaines organisations sur la maîtrise des processus,
Alors, quand c'est juste local, si je suis juste sur des processus de recrutement, de formation, en France avec différents établissements, je vais pouvoir maîtriser très rapidement pour harmoniser ces pratiques. Quand je vais être sur un scope un peu plus international, donc avec des contraintes locales aussi différentes, on aura toujours effectivement le besoin de pouvoir réaliser un alignement parce que finalement, cela va se retrouver, va s'exprimer à travers l'outil. Donc, il y a vraiment un travail finalement de processus à maîtriser. Donc, ça, c'est le deuxième facteur. Ensuite, le troisième point, je pense qu'il est important de ne pas négliger la charge et la capacité que cela requiert de déployer un projet SIRH. J'entends qu'effectivement, c'est une charge déjà qui est certes ponctuelle, mais qui est additionnelle par rapport à nos activités de gestion, de développement des compétences. Et c'est un projet qui va demander un investissement complémentaire, mais un investissement en temps et en compétences. Je prends l'exemple déjà, par exemple, on va avoir des phases de conception où vous allez devoir exprimer des besoins. Il y a déjà savoir, est-ce que nous savons exprimer des compétences, des besoins qui vont être traduits ensuite dans l'outil. Excusez-moi. Quel est mon temps, moi finalement, quelle est la capacité de mes équipes à prendre aussi cette charge, parce que ça va nécessiter de temps dans les ateliers de travail, d'échange avec les éditeurs. Et puis, on va voir aussi par exemple les phases de test où par rapport aux configurations que nous avons demandées, est-ce que je vais savoir, voilà, je dois avoir la capacité de les réaliser. Parfois, on s'aperçoit qu'il y a même des éditeurs qui vont jusqu'à déléguer ce qu'on va appeler la rédaction des cahiers de test. Mais qu'est-ce que c'est qu'un cahier de test? Moi, je suis RH, moi, je suis pas dans l'IT. Donc, je pense qu'au démarrage, déjà, il faut pouvoir évaluer cette compétence, cette capacité aussi en charge et ne pas la négliger. Et le quatrième point? Le quatrième point, alors là, je pense qu'on va être beaucoup à hocher la tête, à dire oui, c'est vrai. Le change management, la conduite de changement, formation, communication, c'est très important dans un projet, notamment dans un projet avec un nouvel outil. On est tous d'accord. Mais dans la réalité, on s'aperçoit que finalement, l'investissement ou en tout cas les efforts mis sur la conduite de changement sont faibles, parfois quasi inexistants, on va dire, et même négligés. Donc, je pense que c'est toujours important de rappeler que dès le démarrage de votre projet, et même quand vous allez travailler avec vos équipes RH sur les processus, sur les expressions de besoins, vous commencez déjà à faire de la conduite de changement. Et je pense qu'il faut vraiment, dès le démarrage du projet, avoir cette stratégie et pouvoir aussi mesurer aussi l'expertise et la charge que cela va nécessiter tout au long du projet. Là, tu viens de nous présenter 4 facteurs clés de succès. Ça c'est en fait la première question qu'on vient de se poser avant de se lancer. C'est-à-dire, quels sont les facteurs clés de succès et comment êtes-vous positionné par rapport à ces facteurs clés de succès? Ce serait ça la bonne première question avant de se lancer? Oui, alors au-delà du positionnement, c'est de se les rappeler. D'accord. Oui, il est toujours bon de se rappeler les évidences et c'est vrai que ça a beau être du bon sens, c'est parfois un bon sens oublié. Benchmark, process, capacité au sens charge et compétences et ce que tu viens d'évoquer, le change management qui commence avant que le changement en fait. Voilà, avec de la communication et le fait d'embarquer toutes les parties prenantes. Catherine te pose la question suivante, je suppose que c'était au sujet du ROI et les bénéfices pour les collaborateurs. Cette démarche d'optimisation de ROI, est-ce que ça comprend des bénéfices pour les collaborateurs? C'est une question intéressante. Et les bénéfices pour les collaborateurs, oui, puisqu'en fait, on va créer de la valeur par la satisfaction trouvée par les collaborateurs dans ces bénéfices. Donc, d'une certaine manière, oui. Voilà. Il faut effectivement les bénéfices des collaborateurs, des managers, pourquoi pas des partenaires sociaux, des actionnaires de l'équipe de direction et de l'équipe RH et des candidats qui ne sont pas forcément encore des collaborateurs. On pourrait démultiplier en fait l'ensemble des bénéficiaires d'une telle démarche. Alors, on avait la première question qui est quels sont les facteurs clés de succès? Bien se les rappeler, les 4 facteurs clés de succès. Quelles sont les autres questions à se
à se poser avant de se lancer. Oui, donc finalement, on pourrait avoir une centaine de questions à se poser et toutes seraient très utiles. Et comme je vous expliquais au début, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse pouvoir vraiment le remettre en perspective aussi par rapport à vos challenges aujourd'hui RH, aux évolutions en tout cas des systèmes d'information RH. Et pour ça, on va se poser 4 questions autour de 4 thèmes. Tout d'abord, l'expérience utilisateur de ces outils. On va parler également de on-premise versus cloud. C'est quoi on-premise? Eh bien, écoute, on-premise versus cloud, finalement, ça va être aujourd'hui comment l'outil va être délivré. Est-ce que le on-premise, on est sur du progiciel, donc vous êtes propriétaire de ce logiciel, ou cloud, où finalement c'est un service web avec pour l'un et pour l'autre des bénéfices et des avantages différents. On va également se poser des questions. Donc là, on a un thème très général sur l'organisation du travail, mais on va revenir vraiment sur les organisations hybrides et puis aujourd'hui nos modes de fonctionnement de travail, projet notamment, et donc l'impact sur les compétences. Et puis, on va parler aussi d'une population de nouveaux collaborateurs qui sont les ressources externes. On va parler de travailleurs indépendants sur les 4 autres questions. Alors, sur la user experience, donc l'expérience utilisateur, quelle est la bonne question à se poser? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus cet axe-là? On sait que finalement, aujourd'hui, par rapport effectivement à des populations qui sont de différentes générations, on a des attentes qui sont très fortes aujourd'hui sur l'utilisation, l'expérience finale, en tout cas, des différents outils. Cela peut s'expliquer déjà par effectivement les expériences, les modes de communication des nouvelles générations, les modes d'apprentissage de travail de ces nouvelles générations, qui ont une attente beaucoup plus forte, plus accélérée en tout cas dans les interactions avec les outils. Et puis même, j'ai presque envie de dire que le terme que j'ai utilisé, qu'on va appeler donc les Digital Native Generation, génération Y, devient presque obsolète puisqu'aujourd'hui, nous sommes tous comment dire, sensibles à cette expérience puisque nous-mêmes, nous sommes amenés, je prends souvent l'exemple des applications quand on va faire des achats en ligne. Sur mon téléphone, j'achète et puis je vais tout de suite suivre le colis, je sais quand est-ce qu'il est envoyé, quand est-ce que je vais le recevoir, je peux localiser le transporteur. Et bien finalement, moi, cette expérience applicative, j'ai envie de la retrouver aussi dans mes démarches RH, en tout cas dans mes interactions avec mon manager et avec les ressources humaines. Et donc, une fois qu'on comprend effectivement qu'il y a des attentes fortes sur cette expérience utilisateur avec les outils, comment est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies vont pouvoir répondre à ces attentes. Donc, il est toujours bon, effectivement, de rappeler déjà qu'on a accès à des portails RH qui sont finalement pas si développés tant que ça sur l'ensemble des organisations, donc des portails RH où finalement, nous ne sommes plus en train de réaliser des demandes, par exemple des attestations par mail ou aller frapper à la porte des RH. Aujourd'hui, le salarié peut demander effectivement directement ce type d'attestation où l'outil va lui-même générer l'attestation et je vais la voir dans les 5 minutes quand avant j'attendais plusieurs jours. Donc voilà, on va parler de cette expérience d'employé self-service qui est déjà en place depuis plusieurs années et qui se développe de plus en plus, en tout cas, chez nos clients. On parle également de plateforme workflow. Alors ça, c'est une notion qui existe, mais qui est assez nouvelle et qui vraiment prend son empreinte, s'inscrit en tout cas dans la nouvelle dynamique SIRH, où aujourd'hui, ce que je vous ai expliqué un peu sur le système je veux suivre les différentes étapes, qui est le prochain valideur, quand est-ce que ce sera fait, ces plateformes le permettent. Et elles vous permettent aussi également de pouvoir accéder à l'ensemble de vos applicatifs RH et donc d'avoir un lieu unique où je vais rentrer et je vais faire toutes mes actions RH et suivre aussi le processus dématérialisé. Et puis, il y a un troisième point qui est Best of Breed. Alors, je n'ai pas mes lunettes, mais c'est Best of Breed versus plateforme, c'est ça? Plateforme unique. Plateforme unique, effectivement. Ce qui est intéressant pour moi, c'était de pouvoir effectivement vous partager aussi un peu ce concept de Best of Breed et de plateforme unique, finalement, qui vont contribuer de manière très différente
à l'expérience utilisateur. Best of breed, on pourrait le traduire comment? Alors, non, on ne va pas faire de traduction littérale anglaise, parce que ce n'est pas très parlant. Je me souviens plus très bien, mais quand je me rappelle à l'époque, c'était pas, voilà. Le meilleur de la série, même. Mais c'est plutôt un concept en fait applicatif SIRH qui va être spécialisé vraiment sur une de vos fonctions. On va prendre par exemple l'exemple du recrutement, où vraiment la partie interface et les fonctionnalités seront très poussées sur ce processus. Quand une plateforme unique aussi va pouvoir en fait englober l'ensemble du processus RH, la partie gestion, administration, développement, recrutement, performance, mais effectivement, on va peut-être avoir une expérience un peu plus faible en termes d'IHM, donc l'interface entre l'homme et la machine, ou une expérience un peu plus limitée dans les fonctionnalités, par exemple pour le recrutement, parce que l'application n'est pas spécialisée, focusée en tout cas sur une fonctionnalité en particulier. Donc l'expérience voilà, peut être très différente, et je pense qu'elle mérite en tout cas une réflexion voilà, à savoir est-ce que je veux un outil unique qui sera voilà, performant, un accès, ou est-ce que je veux pouvoir vraiment rentrer dans de l'hyperfonctionnalité grâce au best of breed. Ça, c'est une question justement qu'on doit se poser entre on va dire, la qualité applicative et fonctionnelle des spécialistes qui vont proposer une ergonomie, une fonctionnalité hyper pointue et donc par définition presque plus efficace que le big is beautiful. Il faut qu'on essaie de trouver le bon compromis. Il n'y a pas de... C'est de trouver un juste milieu. C'est ça le point? Oui, par exemple, moi je préconiserais sur la partie best of breed que j'apprécie, c'est une approche que j'apprécie beaucoup, mais de ne pas démultiplier finalement l'ensemble des outils et de se focaliser sur les fonctionnalités les plus, celles qui vont toucher le plus grand nombre de collaborateurs. Voilà. Sur la plateforme unique, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle peut proposer une démarche hybride où de plus en plus de plateformes qui prennent l'ensemble de la fonctionnalité vont pouvoir aussi avoir ce qu'on appelle un marketplace, donc travailler avec des éditeurs pour pouvoir ajouter effectivement d'autres fonctionnalités et ça réaliser une interopérabilité avec les autres éditeurs. Est-ce que pour notre audience, il y aurait quelques noms de best of breed ou de plateformes à nous citer? Et évidemment, Thomas, il y en a énormément. Je pense que si on regarde aujourd'hui sur le marché SIRH, ça se compte par centaines de milliers, effectivement, l'ensemble, d'un point de vue mondial en tout cas, l'ensemble des outils qui existent. Je ne vais pas en privilégier l'un ou l'autre en citant quelques-uns, mais... Raté. Non. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir, par mon RH, pour toi, Thomas, te préconiser un best of breed qui sera effectivement en cohérence avec ton contexte, avec ton organisation, ta taille, ta localisation, puis aussi tes enjeux, ta population. Quand pour un autre participant, un autre client aussi, je vais pouvoir lui préconiser plutôt une plateforme unique ou un autre best of breed. Oui, il n'y a pas de bonne réponse. Et puis, comme on s'appelle par mon RH, j'espère bien que tu nous recommanderas un best of breed ou un acteur du marché bien particulier. Est-ce que, allez, en une minute parce que je vois l'heure qui défile, est-ce que en une minute, tu peux, pour chacun des axes, tu peux nous dérouler voilà, chaque axe? Sacré challenge, merci Thomas. Allez, 1 minute 20. Oui, non, allez, ce qui est important effectivement aussi, parce que nous ne sommes pas, nous, RH, nous ne sommes pas des spécialistes IT, mais on va rencontrer des éditeurs qui vont nous poser des questions. Est-ce que vous voulez en mode SaaS ou en premise, cloud? Et là, on va se retrouver un peu perdu aujourd'hui avec ce wording. Donc, ce qu'on expliquait, c'est effectivement l'on-premise, c'est vous allez avoir l'avantage de posséder finalement le logiciel, mais avec des contraintes de maintenance qui seront beaucoup plus fortes. Quand sur la partie SaaS, finalement, c'est une adresse URL où vos collaborateurs vont pouvoir juste avoir cette adresse et pouvoir se connecter sur tous les applicatifs. Et donc, on revient un peu sur la question précédente d'expérience utilisateur. Est-ce qu'il est important pour moi que dans mes collaborateurs, les salariés, ils puissent avoir accès sur téléphone, sur ordinateur, sur tablette, à mes services RH. Ça fonctionne pour certaines organisations, pas pour d'autres. Donc voilà, connaître un peu effectivement
quelle est la différence entre les deux. Regardez, il y a des littératures très intéressantes qui vont énumérer finalement les avantages et les bénéfices l'un et l'autre. Mais voilà, c'est des questions qui sont à se poser. Ça, c'est pour la partie deuxième axe. Deuxième question à se poser. Hein. Le troisième, l'organisation du travail. L'organisation du travail. Alors, je trouvais qu'il était intéressant de pouvoir vous partager un peu ce que nous observons, en tout cas, sur les évolutions de l'organisation du travail. Donc, effectivement, vous avez déjà tout l'aspect collaboration, organisation hybride, mise en place notamment avec le télétravail, mais qui va impacter vos pratiques. Vos pratiques aussi bien de management. Donc aujourd'hui, comment est-ce que je vais accompagner les managers pour organiser, aider à la planification dans un contexte hybride où j'ai une population qui va s'organiser différemment, avec une flexibilité aussi différente, mais qui va aussi très bien impacter d'autres thématiques de votre activité, telles que par exemple la formation. Tu as un petit exemple concret sur la formation? Pardon, je sais que je t'ai demandé de faire 1 minute 20 sur chacun des axes, mais si on peut concrétiser, tu as un exemple par exemple sur la formation ou sur, là je vois l'IA au service de la détection des compétences? Alors sur l'IA, je vais revenir un petit peu plus après sur le second point, le deuxième, une autre expérience, mais sur la formation, effectivement, on voit aussi un fort développement aujourd'hui des plateformes d'e-learning, les Learning Management Systems, où effectivement, voilà, il y a eu un gros boom que vous connaissez, et donc qui est aussi revisite finalement les pratiques de formation, parfois re-challenge un peu ce qui était réalisé jusqu'à présent. L'exemple dont je voulais te parler, finalement, c'est un exemple chez un grand client dans le domaine pharmaceutique qui aujourd'hui, par exemple, nous avait sollicité pour répondre à des problématiques qui se développent de plus en plus. On travaille aujourd'hui de plus en plus en mode projet, donc sur une durée, voilà, une approche différente qui finalement va nécessiter de pouvoir identifier moi mes compétences en interne, mais identifier aussi les compétences nécessaires au sein du projet. Ce client avait une vision précise et qui était très pertinente, et qui était de dire mes projets sont quand même un peu longs, entre 4, 5 ans, voire plus. Et parfois, je peux avoir des lassitudes aussi sur ce type de projet aussi long. Donc, comment est-ce que maintenant je vais intégrer aussi la partie temporalité et je veux que les outils puissent m'aider à identifier ces axes compétences, les compétences dont j'ai besoin pour le projet, les compétences que j'ai, et puis comment je vais faire tourner dans le temps, sur par exemple une période de 2 ans. Et c'est là où effectivement, on n'est pas allé jusqu'à utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais c'est là où cette intelligence artificielle va pouvoir contribuer par rapport à des données que vous avez à donner cette dynamique et cette prédictibilité également. Ok. Quatrième axe? Quatrième axe, c'est un axe que je trouve particulièrement intéressant, qui est celui finalement des nouvelles collaborations. Donc là, je les appelle, donc on les appelle aujourd'hui les ressources externes, les travailleurs notamment indépendants. On s'est aperçu ces 2 dernières années, encore une fois, qu'il y a eu effectivement des évolutions, en tout cas dans le positionnement, dans le souhait en tout cas des salariés à devenir indépendants pour des questions de flexibilité, et puis voilà, de choisir aussi ses activités, ses organisations. Et donc, on voit qu'il y a eu un fort boom en tout cas de ces travailleurs indépendants. Et donc, comme on perçoit en tout cas que c'est une tendance qui va s'ancrer, comment est-ce que nous, aujourd'hui, RH, on va pouvoir accompagner cette nouvelle population qui finalement est dans la proximité de notre quotidien, qui contribue à la création de valeur au sein de notre organisation, mais qui officiellement ne fait pas partie, ne répond pas en tout cas à la même gestion. Et donc c'est pour ça que finalement aujourd'hui je me pose la question de travailleur indépendant, comment je vais l'inclure et comment je vais l'inclure avec aussi un outil, parce que tous les outils aujourd'hui ne vont pas pouvoir faire la différence entre un travailleur, un salarié et un travailleur indépendant, et pourtant je vais vouloir le suivre
dans la planification, mais aussi dans ces montées en compétences, lorsque surtout le travailleur indépendant s'inscrit dans le long terme. Est-ce que sur cet axe-là, au regard de ton expérience de DRH que tu rencontres en France ou en Europe, c'est vraiment quelque chose de prégnant? Est-ce que c'est une attente prégnante? Ça me semble peu ancré en fait comme attente, comme sujet, comme questionnement. Voilà. Puisqu'on est sur les questions, hein, on a dit d'abord les questions de clé de succès, l'expérience utilisateur, la transition vers le cloud, ou en tout cas le questionnement vers le cloud, l'organisation du travail et son hybridation, qui ne concerne pas que le télétravail. Et là, on parle d'entreprise étendue. Est-ce que c'est une question qui a la même force que les précédentes, le même intérêt? Mais écoute, elle a peut-être une approche un peu plus différente. J'ai envie déjà de te partager mon expérience par rapport aux autres pays limitrophes, hein, même de la France, où effectivement cette pratique est déjà ancrée. À la Belgique, où les travailleurs indépendants, effectivement, tu peux les retrouver d'ailleurs en grand nombre dans les organes de décision même des entreprises. Et on voit, ce que je vois en tout cas chez les clients en France, c'est que de plus en plus, on commence à changer effectivement d'orientation avec des travailleurs indépendants qui intègrent de plus en plus les... Catherine, qui confirme ton point, qui confirme qu'il y a en Belgique, c'est très important. D'accord, merci. Toutefois, effectivement, peut-être que ce n'est pas une priorité, que je ne vais pas faire une décision de mon SIRH en considérant effectivement est-ce que c'est important ou pas de prendre des travailleurs indépendants. Par contre, je crois vraiment qu'on s'ancre dans cette dynamique et que quitte à faire un investissement, qui est un investissement de long terme, et on sait aussi comment il est difficile d'aller trouver les budgets, je vais quand même prendre en considération parce qu'à un moment donné, je serai confrontée à pouvoir différencier cette population, mais en même temps à l'inclure dans ce que j'ai appelé moi la gestion partenaire. D'accord, il est bon de se questionner puisque c'est un investissement de long terme, hein, et donc il faut voir un petit peu à plus long terme, essayer de voir quelle va être l'entreprise demain, et ce sera probablement cette entreprise étendue et une dynamique de collaboration, pas forcément sous-tendue par le lien de lessivité qu'est le contrat de travail. Si vous avez des questions comme Catherine, n'hésitez pas, ou des remarques, n'hésitez pas, ou comme Karen, n'hésitez pas à en poser. Il nous reste, je vais te demander encore une fois d'être encore plus rapide pour rester dans le timing. En plus, je me suis engagé, j'ai dit qu'on était ponctuel. Pourquoi, en fait, cette dynamique de digitalisation RH et cette interrogation sur les 5 questions qu'on vient d'aborder, pourquoi c'est si important que ça? En fait, finalement, on parle depuis tout à l'heure d'outils, de technologies, mais j'ai le sentiment qu'on n'a jamais été aussi proche, finalement, de l'approche humaine de la direction des ressources humaines. Et notamment la considération finalement de ces impacts externes forts sociaux. Je rappellerai tout simplement que c'est important pour vous, RH, de pouvoir effectivement bénéficier d'un outil qui va répondre à des attentes fortes aujourd'hui des travailleurs, de vos équipes. Et voilà, cela va contribuer pour moi effectivement déjà à votre marque employeur interne et externe et qui contribuera à vos fameux challenges aussi hein, de rétention et d'attractivité en tout cas des ressources. Et on reste effectivement aussi, c'est important de pouvoir avoir ce type de questions pour rester sur une nouvelle forme de ROI, où, comme je vous le disais finalement au début, on était très sur de la réduction de coûts, mais aujourd'hui, je vais, toujours dans cette nouvelle dynamique RH aussi, aller dans la création de valeur et pouvoir effectivement maintenir mes ressources et contribuer à une organisation flexible et adaptable. Ce n'est pas que de l'optimisation au sens de l'optimisation des coûts, c'est surtout aussi de développer la valeur et principalement la valeur humaine que tu viens d'évoquer. Sur quel axe ou comment peuvent se décliner les 5 questions qu'on a vues? C'est quoi les champs d'application? Finalement, à travers ces 5 questions, on va avoir des réponses un peu qui sont différentes et je pense qu'il faut regarder à travers 4 axes. Déjà, penser à la couverture fonctionnelle parce que se poser la question du on-premise in cloud, on n'a pas les mêmes réponses quand on veut faire de la paye ou quand on veut faire de la formation, par exemple. Ensuite, il faut prendre en considération aussi la taille de votre organisation. Et c'est vrai qu'on est sur une démarche plus pour des moyennes, grandes entreprises parce qu'on a justement aussi un retour sur investissement qui sera beaucoup plus significatif pour ces populations.
Mais ce n'est pas impossible et on le voit très bien aussi sur des petites entreprises qui se posent aussi ces questions et qui investissent dans des best-of-breed ou des plateformes uniques. Troisièmement, il faut aussi étudier quelle est aujourd'hui votre urbanisation SIRH, quel est votre univers SIRH en tout cas, notamment parce que vous soyez sur une implémentation ou une migration, vous pourriez, ces nouvelles orientations pourraient très bien impacter aujourd'hui ce qui a déjà été mis en place, votre contexte et votre schéma directeur, quelles étaient les grandes guidelines, en tout cas déjà prédéfinies dans cette transformation numérique. Enfin, je pense qu'on comprend que d'un point de vue local ou international, on n'aura pas les mêmes réponses, notamment sur du choix, par exemple, sur du cloud ou sur l'organisation au travail. Et donc, il faudra vraiment considérer, est-ce que vous souhaitez développer sur juste un scope ou est-ce que vous souhaitez aller sur un modèle global si votre organisation est internationale? Tu as réussi le challenge de le faire très rapidement, ce qui était vraiment compliqué. Couverture fonctionnelle, taille de l'entreprise, implémentation et localisation. En fait, il y a plein de questionnements à la digitalisation RH. On a évoqué 5 questions, mais au travers de ces différentes questions, il y avait plein d'autres. Donc, évidemment, ça amène plein de questions. Tu les as évoquées et traitées une à une. ADESA apporte toutes les réponses de façon personnalisée? Alors, en tout cas, il y a le souhait vraiment d'avoir un accompagnement personnalisé. Donc, sur ces couvertures, en tout cas, fonctionnelles, locales, taille d'entreprise, oui. D'accord. Donc si vous interrogez sur les bonnes interrogations, si je me permets l'expression, c'est comme l'envie d'avoir envie. N'hésitez pas à contacter Marilyn qui est là, qui pourra poursuivre l'échange. On arrive à l'issue de notre webinaire, mais pas complètement parce qu'on termine toujours nos webinaires avec 2 questions qui sont toujours les mêmes, qui sont quel est ton coup de com'? Donc là, il faut y aller, il faut faire de la pub. Et quel est ton coup de cœur? Coup de com'. Vous pouvez nous retrouver SD Works le 1er et 2 février pour le salon HR Technology qui se tiendra à Paris, porte de Versailles. Ce sera l'opportunité pour vous aussi de pouvoir rentrer un peu plus dans ce fameux benchmark aussi des solutions SIRH et de rencontrer toutes les équipes d'SD Works. Je peux que vous inviter à y aller, évidemment. Il y a aussi un programme de conférence exceptionnel. L'événement rencontre un vif succès. Et donc, je crois que Camille, qui est chef de projet Lead Gen, a dû partager dans le chat le lien, mais il y a aussi, vous pouvez aller sur le site de HR Technology France. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit pour les DRH. 1er et 2 février. Et ton coup de cœur? Et mon coup de cœur s'appelle Apolline Patterns. Donc, c'est un sujet qui est assez loin du SIRH. On rentre dans… Apolline comment? Apolline Patterns. Patterns comme patron. On rentre dans des sujets de travaux manuels, de couture. Et pour les couturiers, couturières, je pense que c'est une personnalité, c'est Estelle, qui crée des patrons de couture que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai découvert et que je suis pour faire moi-même aussi de la couture. Et c'est une personnalité très, très dynamique, que j'apprécie en tout cas dans cette nouvelle démarche qu'elle a, où elle va démocratiser, elle va simplifier la couture et puis elle va surtout apporter la personnalisation. Sur si je veux un col rond, un col en V. Donc, je vous invite vraiment à découvrir cette créatrice de patrons. Et ça me fait beaucoup penser finalement au SIRH. Exactement. En fait, je suppose que quand on fait de la couture, on se pose plein de questions et on a besoin d'être accompagné pour apporter des réponses. Est-ce que ça démocratise? Tu l'as évoqué, la démocratisation de la digitalisation, la simplification est aussi au cœur de la digitalisation. Tu as évoqué à l'instant la personnalisation, mais un patron, c'est une forme de modélisation. En fait, plus on modélise, plus on peut personnaliser par la suite. Est-ce qu'on a besoin d'un SIRH avec ou sans couture? C'était un superbe coup de cœur qui fait bien le lien avec notre sujet du jour. Merci infiniment pour ton éclairage et tout ce questionnement. On aurait évidemment plein d'autres questions en fait pour pouvoir échanger et continuer, mais respect du timing. On a déjà passé 45 minutes ensemble. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à toi. Pour ma part, je vous donne rendez-vous en 2023
Alors, on a plein d'événements en 2023. On sera évidemment, bien sûr, présent puisqu'on est co-organisateur du salon HR Technologie. Donc, évidemment, ce n'était pas voulu hein, dans le coup de com'. Donc, je suis ravi de ce coup de com'. En 2023, on a un programme très soutenu en termes d'événements, mais juste pour vous citer 4 événements digitaux au travers des 24 heures RH. Donc, il y aura 40 conférences en ligne en 4 temps forts. Une le 16 mars sur l'innovation et le management, une autre le 15 juin sur l'innovation et la formation, une enfin le 5 octobre sur l'innovation et le recrutement, et le 30 novembre sur l'innovation et le digital RH. Donc voilà, les 24 heures RH, c'est 10 conférences sur une thématique pour apporter un regard, peut-être pas à 360 degrés, mais essayer d'apporter un regard complet. Merci à toutes et tous. Bonne fête de fin d'année. Merci encore à toi, Marilyn, pour cet échange. Au revoir et à bientôt. Et surtout, portez-vous bien.